Bienvenue sur ma chaîne, c'est Vanessa Bérengère. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'ai la grande chance d'interviewer un pilote de chasse. On se retrouve tout de suite après l'intro. Bonjour Paco, je te remercie donc d'avoir accepté mon invitation. Donc il y a quelques mois, je t'ai proposé de faire une interview avec moi. Alors pour expliquer un petit peu le contexte dans le cadre de mon métier, j'ai la grande chance donc d'accompagner des personnes à trouver leur voie, alors notamment des jeunes, mais pas que. Et c'est vrai que moi, je fais du sur-mesure. Et ce qui m'intéresse justement, c'est de voir le parcours des gens dans des métiers un peu atypiques, ce qui est ton cas. Donc, on va bien sûr expliquer ce que tu fais juste après. Et c'est toi qui vas prendre la parole. L'idée étant aussi de montrer aux gens qui vont regarder cette émission que c'est pas toujours en fait linéaire les choses et que parfois on a des croyances, voire beaucoup de fausses croyances par rapport à comment faire pour faire tel ou tel métier. Donc, je vais commencer par te laisser la parole, bien sûr. Je te propose de te présenter brièvement, de dire qui tu es, où tu en es aujourd'hui. Et puis après, bien sûr, je te poserai des questions sur ton Mm. métier qui était donc, tu vas nous le dire, pilote de chasse. À toi la parole. À moi la parole. Merci Vanessa pour ton invitation et bonjour à tous. Donc, je m'appelle Paco Wallard, j'ai 50 ans, j'habite en Bourgogne, je suis papa de 2 enfants et j'ai été pilote de chasse dans l'armée de l'air et de l'espace maintenant pendant 22 ans euh, sur avion de chasse. J'ai été également pendant cette période instructeur donc pour des élèves pilotes. Et dans cette période aussi de 22 ans, j'ai été pilote à la Patrouille de France pendant 4 ans entre 2008 et 2012. J'ai quitté l'armée de l'air en 2014, donc je suis un jeune retraité depuis 2014, et j'ai embrayé dans le civil, toujours en tant que pilote, au sein de la patrouille Breitling, qui était la plus grande patrouille civile et professionnelle au monde, volant sur jet. Donc, je dirais, à l'image de la marque de montres de luxe Breitling. Ça, cette aventure a duré 6 ans. Ça s'est arrêté avec la crise du Covid, malheureusement, on va dire. Et depuis 2 ans, j'ai suivi pendant un an un cursus universitaire à l'université de Dijon en préparation mentale, où j'ai rencontré Vanessa d'ailleurs. Et depuis un an, je fais des conférences au sein de grandes écoles, de clubs d'entreprise et d'entreprises sur la confiance vue du ciel, l'intelligence collective, l'équipe, en gros. Voilà pour mon parcours. Quelles sont les études, donc du coup, quelles sont les études que tu as suivies pour faire ce métier à l'époque? Puisque, en quelle année, rappelle-nous, tu es devenu pilote? Alors, j'ai été breveté pilote de chasse en 92. J'avais D'accord, 20 ans, 20 d'accord. ans. Et donc, je suis rentré dans l'armée de l'air 2 ans avant, donc en 90. J'avais un petit peu plus de... Non, je venais d'avoir 19 ans. Et je suis rentré avec un bac. Tout D'accord. simplement, en fait. Il faut savoir que pour être pilote de chasse, il y a deux filières, on va dire. Il y a une filière où on opte pour devenir pilote en étant officier de carrière. D'accord. Ça veut dire qu'on fait toute sa carrière dans l'armée de l'air. Et à ce moment-là, on passe par une école à Salon de Provence qui s'appelle l'école de l'air, où c'est niveau maths sup, maths p et école d'ingénieur. D'accord. Et là, ensuite, on fait dans cette école de Salon de Provence un diplôme d'ingénieur intégré. Et ensuite, on est dans le parcours de pilote de chasse ou de pilote de transport ou de pilote d'hélicoptère, d'accord. Mais la sélection se fait pas à ce niveau-là. Mais la grosse différence, c'est qu'on fait carrière dans l'armée de l'air jusqu'au bout, d'accord. Et la filière qui est un petit peu moins connue, c'est officier sous contrat, ce que j'ai fait. C'est-à-dire que le niveau de sélection, le niveau d'études est moindre, c'est-à-dire que c'est le bac, il faut le bac, mais peu importe, d'accord. Et il y a une sélection qui se fait sur des tests psychotechniques, des tests psychomoteurs, des entretiens avec des psychologues, des tests médicaux aussi. Bref, tout un tas de batteries de tests. Et il y a une sélection en vol également qui dure et une formation qui dure 2 ans et demi. Mais si pendant ces 2 ans et demi, on va dire que euh, ça se déroule pas comme prévu, bon bah comment dire, la formation s'arrête. Voilà. Mmh. On D'accord. quitte l'armée, alors que quelqu'un qui est officier de carrière, s'il y a un incident de parcours en tant que pilote, il peut être
un petit peu plus facilement peut-être reclassé dans reclassé. l'armée de l'air parce qu'il a déjà un petit peu d'ancienneté, on va dire, dans l'armée. Mmh. Voilà, D'accord. donc j'ai eu un D'accord. bac B et un bac D. Voilà, c'était un bac économie et un bac SVT maintenant et physique-chimie. Voilà. D'accord. Tu as passé 2 bacs alors? Tu avais 2 J'ai bacs? passé 2 bacs. Ah J'ai d'accord. passé 2 bacs en me disant: «Bon, si l'armée de l'air ne fonctionne pas, je fais un bac scientifique pour pouvoir faire un DUG scientifique pour pouvoir intégrer l'École nationale de l'aviation civile», qui D'accord. demandait, elle, un parcours scientifique. Voilà. Mmh. Alors je reviens sur ce que tu as dit par rapport, parce que ça c'est vrai que j'avais fait des recherches, pour justement un jeune que j'avais accompagné qui souhaitait faire, éventuellement ce métier. Alors justement, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ces tests? Parce que quand même les tests, ils ont l'air assez costauds. Donc ce qui est bien, c'est de savoir qu'on peut avec juste un bac déjà, pouvoir intégrer, en tout cas, préparer, alors c'est pas vraiment un concours, mais enfin quand même, ça y ressemble, même si c'est pas nommé comme ça. Parce que moi, quand je regarde, hein, tu vois ce que j'avais, vu comme information, tu as des tests psychotechniques, tu as des tests. Alors le contrôle du palonnier, alors ça je sais pas si ça existait à ton époque, voilà, donc ça voilà. Des tests de connaissances aéronautiques, ce qui me paraît logique. Heu, donc après il y a c'est sur 4 jours, hein, voilà, à Tours. Je sais pas si c'est toujours à Tours, mais apparemment, enfin, en tout cas Mmh. c'est à Tours en ce moment, mais je sais pas si c'est toujours dans cette base-là, apparemment oui. Et puis évidemment tu as, tout ce qui est inventaire de personnalité, de motivation, enfin les choses basiques quand on veut, être, admis quelque part. Test d'anglais et des épreuves sportives. Alors j'aimerais qu'on revienne un petit peu par rapport à ces tests, parce que moi j'ai vu qu'il y avait par exemple des tests où tu as 10 secondes pour répondre. Est-ce que c'était la même chose quand toi tu as passé ces tests? Parce que là aujourd'hui, il y a des épreuves où c'est 10 secondes pour répondre. En soi, les tests, les questions sont pas compliquées, mais par contre ça nécessite au niveau du mental un certain aplomb. Alors est-ce que toi tu as des choses à dire par rapport à ça? Alors, c'était il y a quelques années quand même, donc ça a dû un petit peu évoluer. Mais je me souviens qu'effectivement, il y avait un peu de stress, il faut être bien préparé, il faut avoir bien dormi, il faut avoir, alors maintenant, évidemment, il n'y avait pas Internet à l'époque, donc je me souviens, moi, en calcul mental, je m'entraînais à additionner les chiffres des plaques d'immatriculation que je croisais sur la route quand j'étais en passager avec mes parents. Euh, euh, donc, il faut se préparer, mais je voyais mes petits camarades à côté qui se dépêchaient de faire le maximum de questions. Et moi, j'avais l'impression d'être nul parce que j'en avais fait beaucoup moins, mais elles étaient justes. Voilà. Donc, il vaut mieux en faire, je dis une bêtise, hein, mais 10 qui soient justes, Avec plutôt plaisir. que 30 avec des erreurs partout. Donc, effectivement, il faut se hâter lentement, il faut bien lire, il faut être posé, il faut essayer de se détendre un maximum pour avoir les écoutilles qui soient ouvertes, il faut être bien réveillé, et puis il faut donner le meilleur de soi dans ces moments-là. C'est jamais une partie de plaisir, hein, mais ça se travaille. Le stress aussi de ces journées se travaille, c'est-à-dire qu'en s'entraînant, et maintenant on peut faire des tests sur Internet, il y a des annales et tout ce qu'il faut pour pouvoir se préparer, ça permet quand même de dégonfler un petit peu Mmh. le stress ou l'appréhension qu'on s'en fait, et le jour J, d'être complètement focalisé sur l'objectif, c'est-à-dire de sortir du lot et de réussir le job, et de respirer et de faire les choses du mieux qu'on peut. Faire du mieux qu'on peut, quoi. Mais pas se faire des vagues tout seul avec un stress qui va venir complètement dynamiter nos compétences ou ce dont on s'était entraîné à faire. Donc c'est vrai que quand on est jeune comme ça, et qu'on voit tous les copains autour, enfin les copains qu'on connaît pas, mais tous les gens autour qui sont dans la même salle, qui réussissent très très vite, qui font du bruit. Je me souviens, j'avais des boules qui ess. J'avais prévu exactement mes stylos, mes feutres, c'était taillé, il n'y avait pas d'improvisation. Je me souviens Mmh. de gars à côté qui avaient un stylo qui marchait pas, ou qui n'avaient pas écouté les consignes, ou qui faisaient un petit peu les malins au début, puis en fait après ça marchait plus. Non, en fait, dans un cas comme ça, on est vraiment tout seul face à un ordinateur, et il faut être réveillé, quoi. Donc il faut être préparé. Il faut Ouais. vraiment être préparé. On n'y arrive pas comme ça si on a vu de la lumière. Il faut s'intéresser Mais quand alors même un du petit peu au sujet, mais je dirais un peu comme partout, hein, j'enfonce une porte c'est ouverte. normal. De toute façon, voilà, c'est classique un peu dans tous les domaines. Mais comment tu t'es préparé du coup, toi? Tu t'étais préparé comment?
Alors, moi, j'avais installé une corde dans mon jardin et je grimpais la corde de 6 mètres pour les épreuves sportives. J'allais courir pour m'entraîner aux 100 mètres pour les épreuves sportives. Bon, la sélection médicale, on peut pas faire grand-chose à part manger des myrtilles pour avoir des bons yeux, hein. Mais ça, pour le coup, si on a des yeux Ouais. voilà, si on n'a pas 10 dixièmes, bon là, c'est malheureusement, ou si on a la colonne vertébrale de travers, on ne va pas pouvoir tellement agir sur tout ça. Et puis, honnêtement, il n'y avait pas du tout de tests psychotechniques. J'ai jamais trouvé des bouquins de tests psychotechniques. Il n'y avait rien fin 90, enfin, Mmh. pardon, début des années 90, il n'y avait rien. Donc, je faisais du calcul mental. Je faisais du calcul mental et c'est tout. Là, maintenant, aujourd'hui, il y a pas mal de trucs, mais ces tests psychotechniques, de ceux que j'ai vus aujourd'hui, et je continue à m'entraîner aussi à en faire pour d'autres épreuves de sélection. Au début, on comprend rien et forcément, c'est pas une partie de plaisir. Et après, on commence à comprendre comment ça fonctionne. On commence à comprendre là où ils veulent en venir. On commence à avoir le cerveau qui se connecte sur ce qu'ils attendent, en fait. Ce qu'ils veulent, c'est des gens qui soient réveillés, qui soient un peu vifs. Voilà. Mmh. Parce D'accord. que quelque part, n'importe qui pourrait être, j'exagère un petit peu, hein, mais n'importe qui pourrait être pilote de chasse quelque part. Et ce qu'ils veulent, eux, c'est que ça dure pas 107 ans. Donc il y a un cursus qui dure tant de temps et il faut que ça rentre dans cette plage de temps qui est allouée pour avoir le niveau qui sera demandé. Mmh. Peut-être qu'avec 1 ou 2 ans de plus, on aurait pu prendre beaucoup plus de personnes. Mais dans l'armée, et parce que ça coûte de l'argent aussi, on veut que ça rentre dans telle plage de temps. Mmh. Donc, on veut des gens qui soient réveillés, qui soient entraînés, qui soient motivés et qui se soient préparés aussi. Bien sûr, non, puis après c'est un peu la même chose dans toutes les formations, hein. C'est un peu par Mm. moment, je pense, ce que les gens, ne voient pas, hein, ou ils font pas attention. En fait, tu as un profilage, tu as un profil précis qui est attendu, Mhm. il faut rentrer dans le profil ou pas, voilà. Donc, à Ouais, y partir du compris moment sur les. où on rentre dans le profil, il y a pas de raison en fait que ça ne fonctionne pas. Moi je l'ai Mhm. vérifié dans plein de formations différentes. Alors du Mhm. coup, qu'est-ce qui t'a, le plus marqué dans ta carrière? Alors peu importe ce que c'est, hein, est-ce qu'il y a un Oui, événement, quelque chose? oui. Alors, je vais répondre à ta question. Et juste avant, je pensais aussi, je m'étais pas mal entraîné aussi. Tu sais, quand il y a des épreuves où tu passes devant des psychologues Ouais. ou des pilotes de chasse, et donc ce que j'avais envie de dire et la façon quelque part de me vendre, je l'avais énormément travaillé. J'étais jeune, hein, j'avais pas 20 ans, mais je savais ce que je voulais dire, je savais comment je voulais le dire, je savais quels étaient un peu les mots-clés qui pouvaient faire mouche quand je m'adressais à un psychologue ou quand je m'adressais à des pilotes de chasse. Et donc là, je suis vraiment arrivé en préparant quelque chose. Mmh mh. Voilà. C'était juste ce que je voulais Je rajouter te par rapport à confirme ta ce que question. moi je dis, hein, c'est-à-dire que quand on est préparé, quand on anticipe et qu'on comprend bien ce qui est attendu, il y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Bah, Voilà. on se projette en fait, on essaye de se projeter. Évidemment, on ne sait pas comment c'est, mais on s'est renseigné, on a passé des coups de fil, Mmh. on est allé à un forum. Maintenant, on peut aussi énormément se renseigner, se documenter sur Internet. Et quand on est en face de quelqu'un qui est là pour vous évaluer, en gros, lui, ce qu'il veut, c'est vous recruter, mais il faut aussi qu'il choisisse le bon cheval quelque part. Bah, il faut le rassurer et il faut lui montrer que on peut faire le job et qu'on est au courant. On n'est pas venu là parce que juste on a vu qu'il y avait de la lumière allumée. C'est ça. Voilà. Ça. Et voilà. Et il faut un petit peu avoir anticipé ça et travaillé. Et j'aime bien dire que il y a que dans le dictionnaire que le succès ou la réussite est placé devant le travail. Hein. R-S-T. Bah non. Bah le C'est ça. travail, effectivement, il arrive avant, toujours. Et la réussite et le Ouais. succès, ça arrive après. Et là, il n'y a pas de secret. Donc, Non, il y a pas de secret. il faut se Non. retrouver, il faut se retrousser les manches. Et puis, aller droit au but, quoi, voilà. Partons du, Ce qui du, t'a le du coup, plus marqué dans ta carrière, est-ce qu'il y a un événement en particulier qui t'a vraiment marqué? alors il y en a beaucoup. Ce qui m'a beaucoup marqué quand même, c'est que je rentre dans l'armée, j'ai 20 ans, j'ai le permis depuis 2 ans, et très très vite, on se retrouve tout seul dans un avion. Alors au début, c'est un petit avion à hélice, et puis après, c'est un avion à hélice qui vole à 350 km/h, et puis après, c'est un Alpha Jet, c'est-à-dire c'est un avion d'entraînement qui vole à 800-900 km/h. Et c'est la confiance qu'on m'a donnée, qu'on m'a offerte. C'est les responsabilités que j'ai eues très tôt.
À 22 ans, j'étais diplômé pilote de chasse. J'avais mes copains qui étaient encore en école de commerce parfois et que j'enviais parfois parce qu'ils se faisaient des sorties au ski avec avec les associations de leurs écoles et ben moi j'étais dans un avion de chasse et je pouvais pas me coucher trop tard le vendredi ou le samedi parce que je savais que le lundi il fallait que je sois sur le pont et fiable. Donc c'est un métier où très très tôt et très très vite on vous fait confiance et on vous offre la possibilité de vous épanouir et de vous accomplir en vous confiant des vraies responsabilités. Mmh. Alors qu'avec du recul, à 22 ans, on est quand même jeune, quoi. Et quand je vois des jeunes de 22 ans, je me dis, ouais, la vache, j'étais comme ça. Et pourtant, j'étais aux commandes d'un avion de chasse qui coûte plusieurs millions d'euros avec des missions opérationnelles qui étaient quand même pas anodines. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a marqué humainement. Après, Ouais. sur des événements, on va dire sur des événements plus ponctuels, il y en a tellement parce qu'à chaque fois qu'on monte dans un avion, c'est vraiment il n'y a pas de routine. À chaque fois, c'est différent. Donc, en tant que pilote de chasse sur Jaguar à la patrouille de France et même après, c'est absolument fabuleux de monter dans un avion et d'être un peu comme un gamin à chaque fois parce on vit de sa passion et on vole de sa passion. Donc ça, c'est un cadeau formidable en fait. Donc même après 20 ou 30 ans d'expérience, quand je décolle et que je passe au-dessus des nuages et que je vois la beauté de ce que j'ai sous les pieds, je suis comme un gosse. Je me Mmh. suis jamais lassé de ça. Je me suis jamais lassé de ce plaisir de voler dans un avion c'est comme de la glisse en fait, hein, où on surfe avec les nuages. Euh, ou alors on fait des missions un peu plus opérationnelles, un peu plus sérieuses, où là on va dire que le plaisir du vol, on en a un peu moins parce que c'est extrêmement précis et c'est extrêmement rigoureux, mais tout ça a un sens. On sait pourquoi on se lève le matin. On a un sentiment d'accomplissement, on a un sentiment d'appartenance à quelque Et chose, d'être utile aussi, non? Tu d'être te sens utile. utile quand même? Et puis on est reconnu. Mmh. Et ce sentiment d'appartenance, de reconnaissance et d'accomplissement, ces trois réservoirs-là, ils sont remplis en fait. Donc quand qu'on ait 20 ans ou 50 ans, en fait, ça vous nourrit énormément. Et du coup, au final, ce qui en ressort, c'est une confiance en soi, c'est-à-dire la croyance en ses capacités. Hein, ça reste une croyance, la confiance. Et elle est ponctuelle sur un sujet bien précis, puis pas dans d'autres. Mais en termes d'épanouissement personnel, quand on est un jeune garçon ou une jeune femme, hein, parce que c'est ouvert aussi évidemment aux femmes, on se sent vraiment exister, on se sent Mmh. vraiment vivre, on se sent vraiment vivant. Et très tôt. Et ça, c'est un cadeau extraordinaire Ouais, ça a pas de que prix. j'ai pu vivre avec l'armée de l'air. Voilà. Et justement, j'en viens à ma question suivante. Du coup, toi, tu les avais, Paco, les petits papillons dans le ventre. Alors, je sais pas où ils étaient situés. Pour toi, est-ce que c'est les papillons dans le ventre? Est-ce que c'est, c'était quoi ton émotion finalement? Tu ressentais quoi de d'avoir cet honneur finalement de pouvoir faire quelque chose qui te passionne? C'était une grande fierté. Ouais. Parce que derrière tout ça, il y a eu énormément de doutes. Il y a eu énormément de gens qui ont tenté de me décourager en me disant mais Paco, avec ton bac B, mais laisse tomber, pilote de chasse, n'importe Les quoi. Et dream killers, les fameux dream killers. voilà. Euh, et j'ai pas baissé la garde. J'avais un objectif. Quelque part, ça m'a même renforcé d'avoir ces dream killers, comme tu dis. Mmh. Et j'ai pas baissé la garde et j'ai persévéré. Et j'ai cru en moi. Ça voulait dire qu'il y avait un prix à payer aussi en termes d'effort et de travail. On peut pas faire semblant, on peut pas tricher. Et typiquement dans un avion, si on est mauvais, on peut pas dire que c'est de la faute du prof ou du nuage ou du soleil qu'on a dans les yeux, quoi. Donc on assume aussi ce qu'on fait. Mmh mh. Et si on n'est pas bon, bah on n'est pas bon. Et puis après, c'est pas le tout de pas avoir été bon. Parfois, ça arrive, mais on se relève et on Mmh. continue. Ouais, c'est ça. Et on chouine pas en disant ouais, j'y arriverai jamais, c'est nul et ils sont salauds avec moi et tout. Non, on assume, on avance, on se remet au travail, on se décourage pas et petit à petit, on franchit ces marches pour arriver à l'objectif final de se retrouver dans un avion de chasse et puis plus ensuite si affinité. Mais donc quand on arrive à avoir réussi quelque part ce défi et ce challenge d'aller jusqu'au bout de ses rêves et qu'on s'est donné les moyens de le faire, quand on est tout d'un coup tout seul dans un avion et qu'on regarde dans les rétros parce qu'il y a des petits rétroviseurs pour voir les autres avions quand on les a dans les ailes et qu'on se dit ouais, Mmh. je suis tout seul,
et quel pied. Donc c'est un grand sentiment de fierté et qu'on doit aux autres aussi, ou à la famille, aux amis, à ceux qui nous ont encouragés, mais qu'on doit aussi à soi-même. Donc en termes d'épanouissement et de personnel et d'estime de soi et de confiance en soi, c'est quelque chose de très, comment dire, de très fort à Mmh. vivre. Voilà. Et puis, on est pilote de chasse, et une fois qu'on est pilote de chasse, il y a d'autres échelons. On est pilote opérationnel. Après, on est sous-chef de patrouille, ça veut dire qu'on peut emmener quelqu'un d'autre dans son aile. Ensuite, on est chef de patrouille, on peut emmener jusqu'à 4 avions dans son aile en entraînement ou en mission de guerre. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, tiens, mais mon rêve, c'était d'être pilote à la patrouille de France. C'est pas gagné cette affaire. Mmh. Eh ben, on y va quand même. Je me suis présenté 3 fois. La troisième fois, ça a été la bonne. Mais pas se décourager, garder le Ouais. cap et croire en soi. Et au final, d'un petit garçon un peu timide au fin fond de la campagne qui a jamais vu un avion de près jusqu'à assez tard, eh ben, je me suis retrouvé et pilote de chasse et à la patrouille de France et j'ai une carrière fantastique. Mmh. Donc, il faut y croire. Il Ouais, faut y c'est croire génial. et vraiment le message c'est il faut bosser aussi. Donc c'est des émotions, il y en a beaucoup des émotions, voilà, Mmh. mais c'est un mélange de fierté, c'est un mélange de persévérance, de dépassement de soi, d'aller chercher toujours au-dessus, d'aller se mettre en zone de défi, justement, d'aller chercher l'excellence, de faire preuve d'humilité, de rebondir quand on s'est pris une porte en chaîne dans la figure et de se dire, OK, c'est pas grave, je laisse pas tomber, quoi. Mmh. Donc ça, tout ça, ça vous forge énormément. La gestion du stress. Au début, je pensais qu'être un bon pilote, c'était quelqu'un qui savait tout faire en même temps. Pas quelqu'un qui fait tout en même temps, il se crache. Il faut Mmh. faire une chose à la fois, mais bien. Et revenir assez vite sur le truc qu'on avait fait juste avant, par exemple dans un avion. Par exemple, faire comme un scanning, d'accord. Mmh. Mais quelqu'un qui fait, mais de faire 2 choses en même temps, ça marche pas. On fait les 2 choses pas bien en fait. Donc j'ai appris à devenir rigoureux. Je l'étais pas. On fait les choses quand elles sont prévues de les faire. On fait pas les choses quand on y pense. Mmh. On structure, on prépare, on anticipe, on brief. Ce stress, il est normal, donc on l'accepte. Il est comme un aiguillon qui vient vous dire allez Coco, il faut être réveillé là sur ce coup-là. On peut pas y aller à 12% parce qu'on est fatigué la veille et donc du coup on croit que ça va être une bonne excuse. Non, ce qui compte c'est le résultat. Donc on y Mmh. va, on se retrousse les manches. Donc on assume tout ça. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a eu un moment du coup, alors c'est super intéressant parce qu'il y a des questions que je voulais te poser, mais je les pose pas parce que tu as déjà répondu notamment sur, bah, le mental qu'il faut avoir. Là, tu as bien expliqué, hein, en quoi ça consiste, hein, donc en fait, voilà, hein, ce qui revient, c'est que, bah, faut anticiper, faut préparer et alors j'ai quand même une question avant de te poser la prochaine question. Du coup, au niveau physique, quand tu es dans ton avion, ça se passe comment? Parce que le G, enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais du coup, il y a techniquement, ça se passe comment? Parce qu'il faut quand même, physiquement, encaisser, en fait. Quand tu décolles, il y a la vitesse et cetera. Comment ça se passe? Oui, on prend pas mal de G dans un avion de chasse. Donc les G, c'est alors pour faire le parallèle à Top Gun dont tu parlais, c'est effectivement on voit c'est que quand par exemple on prend 6 G, quand on tire sur le manche pour monter, bah, il y a la force centrifuge, d'accord, qui vous colle littéralement sur le siège éjectable. Et si on prend 6 G, bah, on pèse 6 fois son poids. Mais vraiment, la tête, les mains, tout. Donc euh, il Mmh. faut quand même avoir une condition physique. Alors, on n'est pas des sportifs de haut niveau non plus, hein, mais il faut faire gaffe à ça, au sommeil, à l'alimentation, Mmh. à l'hygiène de vie, et puis à s'entretenir musculairement aussi, parce que l'organisme Ouais. souffre un peu quelque part de ça. Alors, il n'y a rien comment dire, il n'y a pas de point bloquant, on va dire. Si vous, je vous emmène faire un vol et que je vous mets, je vous fais prendre 6G tout de suite, forcément, ça va faire bizarre et, et peut-être que vous le supporterez pas bien. Mmh mh. Au-delà de 3 ou 4G, ça peut commencer à devenir franchement désagréable. Mais il y a des techniques pour réussir. On a des pantalons anti-G dans l'avion pour mieux résister. Il y a des techniques de respiration, et puis on fait du sport dans l'armée aussi. À la patrouille de France, on avait un coach sportif le matin et le soir pour justement avoir une bonne patate, justement, un bon dynamisme comportemental.
et pouvoir aussi, à la fin de la journée des 2 vols, évacuer toute l'adrénaline qui était restée un peu dans le sang. Donc voilà. Donc oui, d'entretenir, on va dire, la Ouais, machine la condition humaine. physique. Ouais. Mmh. Alors, j'ai Et envie de dire, pas que pour ça, hein, même dans la vie de tous les jours, hein, mmh, d'aller courir ou d'aller marcher ou de faire un peu d'exercice, on respire mieux, on dort mieux, on mange mieux, on voit plus clair, on et puis on se sent s'oxygène, mieux tout on simplement, on se se sent sent mieux mieux, on fait baisser le mentalement. niveau d'adrénaline, Ouais. et tout d'un coup, on revient, on se dit, ouais, ça y est, je l'ai la solution. Voilà, j'y vois plus clair. Alors que si D'accord. jamais on reste avec sa tasse de café, assis à broyer du noir, ça va pas. Alors, Donc du coup, souvent, j'ai une autre question, Paco, parce que du coup, c'est on voit que tu es passionné, tu prends le temps et je te remercie de répondre et c'est vraiment très clair ce que tu racontes. Alors juste pour, rapidement pour comprendre, ce qui fait que, du coup, comme physiquement, bon et mentalement aussi, mais physiquement quand même, il faut s'entêter. J'imagine que tu peux pas, voler plusieurs fois par jour. Comment ça se passe ça? Juste rapidement. écoute, généralement, c'est un vol par jour. Ouais, À la Patrouille de France, on faisait 2 vols par jour. Il m'est arrivé de faire 3 vols par jour, mais alors ça va pas être des vols de la même intensité. Euh, d'accord, mais généralement, c'est un, voire 2 vols par jour. Voilà. d'accord. Une autre question qui est intéressante, alors avant, parce que j'ai oublié de te poser une question, qui est importante. Est-ce qu'il y a eu une fois ou plusieurs, hein, mais dis-moi une fois, vraiment une fois où tu as eu vraiment peur? Où tu t'es fait peur? Alors, alors, il y a plein de fois où je me suis fait peur, en fait. C'est un métier où on court des risques, mais on n'en prend pas. Sauf si vraiment c'est un cas d'extrême urgence, ou par Mmh. exemple en temps de guerre, où là tout d'un coup on est autorisé à sortir du cadre parce qu'il faut prendre des risques, parce que là sinon c'est une question de survie. Mmh mh. D'accord. Euh, mais il y a pas mal de fois comment dire, où on se fait peur parce que tout d'un coup on est en vol, tout va bien, il fait beau et on croise un énorme banc de mouettes ou d'oies sauvages qui passe juste à côté de l'avion et on se dit là, s'il y en Mmh. a un qui tape le cockpit ou qui rentre dans les réacteurs, ça broie tout en fait. Ouais, Et ouais. là, du coup, il reste une solution, mais il y a toujours une solution de secours. C'est ça qui est bien, c'est qu'on a un siège éjectable. Oui, mais Donc, c'est justement, quelque j'allais te part. demander, tu l'as déjà tu as déjà appuyé sur le bouton ou pas? Non, 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 non. Mais D'accord. ça fait partie des procédures. Et ce que je veux dire, c'est qu'on est entraîné pour, par exemple, ce siège éjectable, c'est une vie de secours, hein, parce qu'un avion de chasse, ça plane pas. Bon, bah, si jamais il faut s'éjecter, on met l'avion sur une zone, si on peut, bien sûr, mais on oriente, la plupart du temps, on peut quand même orienter l'avion vers une zone non habitée, et on tire sur la poignée, et comme dans Top Gun, on s'éjecte. Les avions sont doublés de triple ou voire quadruple système de sécurité. La sélection est bien faite, la formation extrêmement bien faite et crescendo, l'entraînement pour être bon est bien fait, les séances de simulateurs sont extrêmement nombreuses, où là du coup, je dirais, on est pressé comme un citron avec tout ce qui peut nous arriver de pire, et ben on le fait pour de faux dans un simu, mais quand vous ressortez de là, après quand on se retrouve dans un vrai avion et qu'il arrive une petite panne, Mmh. bon, ça va, on gère. Ouais. Et on a ce qu'on appelle des checklists aussi dans les avions. Alors elles sont vertes, jaunes, oranges, rouges. Bon, quand c'est vert, c'est pas très grave, on a le temps de lire. Généralement, on les connaît par cœur. Et puis ensuite, en fonction du code couleur, par exemple, les procédures rouges sont ce qu'on appelle des actions réflexes qu'on connaît par cœur. Donc si jamais il y a une panne moteur avant que les roues aient quitté le sol au décollage, je sais exactement ce qu'il faut que je fasse. Et Mmh. je me le suis même répété au briefing, puisque avant chaque vol, il y a un briefing. S'il n'y a pas de briefing, il n'y a pas de vol. Mmh. C'est pas compliqué. Et Ouais. s'il n'y a pas de débriefing après le vol, il n'y a pas de vol suivant. C'est pas Ouais. compliqué non plus. Donc, si vous voulez, à chaque fois, c'est quand même bien fait, c'est quand même bien cadré. Mmh. Donc, quand il arrive des événements comme ça, d'une panne moteur ou sur le coup, c'est une décharge d'adrénaline, de croiser un autre avion de très près qu'on n'avait pas vu, décharge d'adrénaline, de croiser un vol de gros oiseaux migrateurs en se disant waouh, c'est pas passé loin, grosse décharge d'adrénaline, mais quelque part, il y a toujours une, il y a toujours une parade, on va dire, qu'on a dans notre tiroir. Et cette sensation un petit peu de waouh, c'est pas passé loin, c'est un peu au sol quand on revient et qu'on débrief. Sur le coup, en vol, on s'en rend pas vraiment compte. Et au sol, on se dit waouh, sur ce coup-là, j'ai eu un peu de chance quand même. Donc parfois, c'est vrai que le facteur chance, euh, il n'est pas anodin dans ce métier. C'est pour ça que l'intuition n'est pas anodine non plus dans ce métier, hein. L'intuition, hein, c'est une réponse.
une réponse à une question qu'on s'est pas posée verbalement. Et parfois, dans ce métier de pilote où il y a l'intuition ou le flair ou je sais pas quoi, on se dit non, je le sens pas ce truc-là. Et on n'y Ouais. va pas, on sait pas encore pourquoi. Et en fait, parfois, Mmh. on se dit bah j'ai bien fait de pas y aller. Ouais, Voilà. faut Et s'écouter donc quand même. il Alors, faut s'écouter. Ouais, ouais. du coup, juste rapidement, Paco, parce que du coup, on a passé beaucoup de temps, donc c'est top. Heu, Quelle était l'ambiance avec tes collègues? Ça se passait bien, du coup? Oui, ça se passait bien. Alors, Ouais. c'est des caractères généralement assez forts, hein, pour être pilote de chasse. Ce sont des gens qui ont de la personnalité, qui sont qui sont combatifs, qui mouillent le maillot, hein, qui s'accrochent. Donc, il peut y avoir parfois des personnalités plus rugueuses unes que les autres, mais globalement, il y a une vraie fraternité. Il y a un vrai esprit de camaraderie. Quand on part en vol, on décolle à deux, on revient à deux. Hein. On laisse pas un petit copain sur le bas de la route parce qu'il il va pas assez vite. Donc il y a vraiment Mmh. une ambiance vraiment de camaraderie, de convivialité, de professionnel, euh, extrêmement importante. On dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Euh, Quand il y a un débriefing parfois un peu rugueux, bah, on s'adresse à la fonction, on s'adresse pas à la personne, d'accord? Mais c'est important de se dire les choses Mmh mh. pour progresser. Donc c'est bienveillant, oui, mais non, c'est pas de la fausse bienveillance où genre on n'ose pas dire quelque chose à quelqu'un pour pas le vexer. Bah là, si on a besoin de vexer quelqu'un parce qu'il n'a pas été bon, on va lui dire. Et c'est pour son bien parce que si jamais il le fait pas, peut-être que le dans de vol, il va se tuer parce Mmh. que on n'aura pas osé lui dire fais pas ça. Oui. Donc, on va quand même, on va quand même dans les coins du ring. Hein. Mmh. On peut pas se permettre de faire ou de dire les choses à moitié, Mmh. parce que si ça va pas, on peut pas s'arrêter sur le bord de la route et remettre de l'essence dans l'avion, quoi. C'est Donc, clair. donc, euh, donc voilà. Et donc tout ça fait qu'il y a des attentes mutuelles qui sont assez claires. Il y a un niveau d'exigence qui est assez clair et il n'est pas à 12 sur 20, il est à 18 sur 20. Donc, on sait à quoi s'en tenir et ce qu'on veut, c'est justement certaines formes de dépassement de soi, de rester humble, d'avoir un ego mais qui reste à sa juste place, que à chaque vol, c'est une remise en question totale. On peut avoir été très bon la veille et nul le lendemain. Mmh. Donc, ça force aussi à avoir une certaine forme d'humilité par ce qui s'est passé, d'accord? Ouais. Et donc d'avoir cet état d'esprit. Et donc, il va y avoir les valeurs, en l'occurrence de l'armée de l'air ou de la patrouille de France, qui vont forger l'attitude qu'on va avoir, en gros le costume de pilote que j'enfile. Et puis bah, cette attitude, elle va conditionner aussi mes aptitudes à faire le job comme il faut. Donc ça, c'est important. Et il Al peut y avoir, voilà, il peut y avoir par exemple, des très très bons pilotes qui techniquement vont être très compétents, mais si humainement sont des gens comment dire, si humainement c'est pas des bonnes personnes ou c'est pas des gens intègres ou c'est des gens à qui on peut pas placer notre confiance, ça va créer des tensions et ça va être dysfonctionnel. Donc je dirais ce qui fait qu'un vol ou qu'une mission réussit aussi, que ce soit la patrouille de France ou pilote de chasse, c'est l'humain qui est quand même central. Même si on a une technologie de dingue, par exemple dans les Rafales, si vous faites voler deux personnes en Rafale qui s'entendent pas, ça va pas marcher. Alors Mmh. que l'avion, il peut tout faire tout seul. À la patrouille de France, c'est pareil. C'est l'humain qui est central. Parce qu'on a besoin qu'il y ait un ingrédient essentiel qui remonte à la surface pour que tout ça fonctionne, c'est la confiance. À la patrouille de France, parce qu'on est à 3 mètres les uns des autres. Mais aujourd'hui, en Rafale ou en Mirage 2000, pour faire une mission de guerre, si qu'est-ce qui fait que je vais suivre un gars en mission de guerre? Et si je me dis, bah, en fait, il est très compétent, mais si jamais il m'arrive un truc, est-ce qu'il va me laisser sur le bord de la route? Et du coup, j'ai pas cette confiance. Cette confiance, c'est un mélange de compétences et d'intégrité. Mmh Alors, mh. les compétences, ça s'apprend, ça se travaille, ça s'entretient. Mais les qualités humaines d'une personne, sa personnalité, son cœur, quelque part, on va dire, ou son intelligence émotionnelle, c'est un petit peu plus difficile à acquérir. Voilà. Donc, qu'est-ce qui fait que je vais suivre ce mec les yeux fermés en mission de guerre ou un leader à la patrouille de France? D'accord. C'est le fait que qu'il puisse être digne de confiance. Donc, il faut qu'il soit compétent et il faut que, à mon sens, ça soit quelqu'un qui ait cette droiture, cette intégrité, cette sincérité avec moi et que je peux suivre. D'accord. Alors j'ai une question qui est importante. Est-ce que tu Oui. peux nous dire, quel est le salaire moyen? Alors
idéalement de début et peut-être de fin, si c'est possible, Mmh. quand tu es pilote de chasse, pour avoir une idée? Alors je me souviens qu'au tout début, j'étais déjà payé, alors c'était 800 francs à l'époque, mais le truc en gros, on va dire que ça commence vers, 2 500 – 3 000 € à peu près pour un jeune pilote et à la fin, ça va être, célibataire sans enfant, hein, sinon après il y a un peu plus, mais c'est aux alentours de 4 000 à peu près. D'accord. Ça, tu parles en net? 4 000 net? Ouais, Parles 4 000 en sur, 4 000 sur la fiche de Sur la fiche, solde. ouais, Exactement. OK. Et après donc le point important donc c'est pas quelque chose qu'on fait forcément pour l'argent, hein, parce Non, que non, mais c'est juste pour avoir une idée parce que ça alors fait quand même partie des choses intéressantes à savoir. c'est un salaire important et franchement, c'est loin d'être anodin et j'étais très content avec ça, mais parfois par rapport à d'autres métiers ou même pilote de ligne, euh, chez Air France par exemple, ce sont des grilles de salaire où quelqu'un qui a 20 ans d'ancienneté chez Air France, il est à plus que 4 000 €. Mmh. Donc, il y a une petite différence. Après, c'est un métier passion, mais, voilà, mais comme pilote de ligne aussi, mais c'est quand même deux salles, deux ambiances, on va dire. Et en tant que pilote de chasse, euh, ce qui, pour ma part, par exemple, c'est qu'au bout de 17 ans de contrat, on est à la retraite militaire. Ce qui n'empêche pas d'avoir une deuxième vie de pilote de ligne, restaurateur, photographe, Ce que tu archi veux. d'intérieur, ce qu'on veut. Et ça, c'est à peu près 2 000 € par mois de retraite. De retraite, ouais, d'accord. Voilà, à vie. Voilà, Ouais, ouais, d'accord. voilà Alors, pour le. on en arrive à la fin de cette interview, Paco. Alors, il me reste 2 questions importantes, enfin, en tout cas pour moi, parce que j'adore le parcours des gens, donc voilà. Est-ce que tu as eu l'impression, de vivre quelque chose d'exceptionnel en faisant ce métier, un métier qui fait rêver beaucoup de jeunes? Donc est-ce que toi, tu as eu cette impression de vivre quelque chose d'exceptionnel? Oui, bien sûr, bien Ouais. sûr. C'est quelque part un métier, ça vous définit aussi. Et, euh, et alors, franchement, c'est sans aucun jugement parce que parfois, on fait ce qu'on peut en fonction de ce qu'on a, en fonction du contexte, en fonction de la vie, en fonction des accidents aussi. Euh, j'ai franchement aucun jugement et je pense vraiment qu'on peut être très heureux quel que soit le métier qu'on choisit si on y trouve un tout petit peu de sens. Mais halte à la tyrannie du sens, hein. Le sens, ça peut être aussi d'aller chercher un salaire pour vivre ou pour faire nourrir pour nourrir sa famille. Donc, on n'est pas obligé d'aller décrocher la lune à chaque fois. Mais c'est vrai que quand on a la chance d'avoir une petite graine qui germe quand on est jeune, qu'on passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en disant j'y arriverai pas, que des gens essayent de vous décourager, mais que vous tenez la barre, ça donne d'autant plus de saveur à la réussite, en fait, d'avoir eu le courage de persévérer et de croire en soi et puis finalement d'avoir la fierté d'avoir été jusqu'au bout de son rêve, parce que ce sont des métiers de rêve. Y en a quelques-uns d'autres, mais c'est vrai que j'ai souvent discuté avec des copains qui me disent, bah moi mon rêve ça aurait été d'être musicien, ou moi mon rêve ça a été mon truc, et puis ils sont partis dans d'autres structures, dans d'autres filières, et ils sont très contents. Mais quelque Mmh. part, quand on écoute cette petite voix et qu'on se dit, ouais, en fait, c'est vraiment, c'est vraiment à ça que je veux ressembler si je me projette dans 5 ans ou dans 10 ans, avec le prix à payer que ça induit, hein. Mmh. Si on veut faire quelque chose, ça veut dire qu'on accepte aussi le revers de la médaille. Et Oui, il puis, n'y a, y a pas de résultat. situation, il y a pas de truc complètement parfait. Il y a un prix à payer à chaque fois. Mais c'est vrai que c'était une expérience fantastique. Et puis j'ai l'impression d'avoir vécu 1000 vies en fait en faisant ce Mmh. métier parce que chaque vol est différent. On change d'endroit, on change de scène, on rencontre des gens, on se sent utile, on se sent reconnu, on s'accomplit pleinement professionnellement. Alors c'est sûr, on gagne pas 20 000 € par mois, mais ça n'a jamais été un problème. Et Mmh. avec ces 4 000 €, franchement, je me suis jamais plaint. Au contraire. Mais tout est une question tout est relatif. Voilà, il Oui. y en a qui vont dire c'est génial, il y en a qui vont dire oh là là, par rapport au risque que vous prenez, c'est quand même pas suffisamment rémunéré. Bref, Ouais, mais ça appartient à chacun, j'ai envie de dire, voilà. mais voilà, Ça, c'est ça c'est très personnel. Ouais, mmh et exactement. ma dernière question, même si j'en aurais plein d'autres à te poser, mais sinon ça prendrait, voilà, enfin trop de temps en tout cas. Quel conseil tu pourrais donner à un jeune qui aimerait faire ce métier? Bah, de foncer.
Mmh. OK. Ouais. Donc C'est un petit peu ce que je disais, hein, c'est y croire, mais c'est y croire et je dirais que c'est important de persévérer quand on a cet objectif-là c'est pas facile de se faire confiance. C'est pas facile de croire en ses capacités parce que il suffit pas de le décréter. C'est au fur et à mesure qu'on prend confiance, parfois par des petites choses. Et donc, c'est de croire en quelque chose, déjà peut-être d'avoir la chance de se dire, OK, moi, je veux devenir cette personne-là. Mmh. Chirurgien, pilote de Formule 1 ou plombier, hein. Franchement, ouais. Mmh. Je mets aucune échelle de valeur, mais je vais le faire bien et je vais envoyer du lourd et je vais mouiller la chemise et je Mmh. vais y croire. Et bien sûr que je vais prendre des portes en chaîne dans la figure, mais je vais me relever. Bien sûr qu'on va vouloir me décourager, mais je vais y arriver quand même. Bien sûr que je vais avoir des doutes, Mmh. mais ça fait partie du game. C'est ce que j'allais dire, D'accord. c'est le jeu, en fait, hein. C'est le jeu et le fait comment dire, d'y croire, de se donner les moyens, d'avoir un objectif clair, un objectif précis, d'avoir déminé un peu avant le terrain en disant que évidemment ça va pas être tout droit, il va pas faire beau et la route va pas être droite tous les jours. Ça fait partie du parcours et c'est pour ça que ça va devenir beau, d'accord? Donc d'y croire, de viser un peu plus haut de pas avoir peur en fait. Voilà. Mmh. En Ouais. fait, la peur, c'est vraiment vachement limitant et il faut se challenger, il faut se donner des défis. Et la contrepartie de ça, c'est qu'il faut se retroucher se retrousser les manches et que, pardon, mais on n'a rien sans rien et c'est tellement vrai, mais pour tout. Mais Mais plutôt, oui. il faut y aller, il faut mouiller la chemise, il faut y croire. Des moments de découragement, il va y en avoir. On peut l'anticiper avant et se dire que c'est normal de temps en temps d'être un peu au fond du seau, mais de rebondir parce qu'on sait qu'on a un objectif, c'est là qu'on veut arriver. Et peut-être que j'y arriverai pas d'ailleurs, mais en tout cas, j'aurais mis toutes les chances de mon côté et je me serais donné les moyens pour y arriver. Mmh. Et donc, du coup, j'aurais rien à me reprocher. Et si en cours de route, ça doit bifurquer à droite ou à gauche, parce qu'au final, on réajuste un peu les curseurs, parce que on se rend compte que peut-être on était en train de persister dans l'erreur, eh Mmh. ben, on change de cap de 10 Mmh. degrés et on ajuste pour pouvoir être plus en cohérence avec soi, pour pouvoir être heureux dans ce qu'on fait, pour pouvoir prendre du plaisir aussi dans ce qu'on fait parce que c'est vachement important. Et petit à petit, d'arriver à force de travail et de persévérance à l'objectif qu'on s'est fixé. Mais ça se fait pas en un jour. Il faut être patient. Il faut être parfois malin. Il faut travailler sur les bons sujets. Il faut faire preuve un peu parfois de discernement. Mmh. Il faut avoir aussi se forger un petit peu une force mentale pour pas dégringoler dès qu'on nous dit que c'est pas bien et pas se retrouver 36 pieds sous terre. Ça fait partie du job. Donc que ce soit un chanteur ou un écrivain à qui on dit c'est nul ce qu'il a fait, on déteste. Hein. Eh ben ouais. Eh ben, il y a forcément quelqu'un de toute façon qui vous trouvera nul et un qui vous trouvera génial. Donc bon, on peut pas Ouais. plaire à tout le monde, mais la seule personne à qui vous devez plaire, c'est à vous. Et donc c'est pas la peine de se mentir. Il faut y aller. Il OK. faut y aller et il faut y croire. En tout cas, Paco, je te remercie beaucoup, de m'avoir accordé du temps pour cette interview, hein. Notre temps est précieux, hein. On vit dans une société où, le temps est compté. Donc vraiment, je te remercie du fond du cœur. Surtout que c'est une première interview et ça me tenait à cœur de faire ça avec toi et en plus avec un métier qui passionne autant les jeunes. Donc je te remercie beaucoup. Je te dis donc à très bientôt et puis bonne continuation donc pour tout ce que tu fais, du coup, à côté ou en tout cas avec ta nouvelle vie aujourd'hui, Mmh. tu as la chance de faire des conférences devant, beaucoup de monde apparemment. Donc je te dis, en tout cas, merci encore et à très bientôt. Merci Vanessa, merci de ton invitation et à très bientôt. Bye Ouais, bye. salut. Donc voilà, c'est terminé pour l'interview donc, de Paco. Donc, merci beaucoup donc, de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission.